Un peu flippé de ce départ, de ma première route du Rhum. Forcément, tu penses à tout ce que tu as accompli. Pourquoi je suis là, quoi. Pas fort. Ouais, merci. Et des gens qui m'ont fait confiance, qui ont cru dans ce projet avec moi, qui paraissait un peu fou au départ. Je m'appelle Aurélien Ducrot, je suis skipper du Classe 40 Cross Crawl et on est ici à Saint-Malo à quelques jours du départ de la plus mythique des transats, la fameuse route du Rhum. Moi, je peux pas dire que c'est un rêve d'enfant parce que c'est vrai que j'ai découvert la voile sur le tard, mais par contre, en découvrant la voile, j'ai aussi découvert son histoire et clairement, c'est la transat la plus mythique de par tout ce qui s'y est passé. Je suis natif de Chamonix, en Haute-Savoie, fils d'un père guide de haute montagne, d'une maman monitrice de ski. Donc c'est vraiment en montagne que je grandis, ski au pied. À l'âge de 10 ans, je découvre le saut à ski en parallèle du ski alpin, avec lequel j'évolue au final pendant plus de 10 années, avant de rebasculer vers ma passion première qui est le ski, mais dans une autre discipline, le freeride. Puis en fait, c'est allé assez vite, parce que dès 2004, j'ai fini 3e des championnats du monde, vice-champion du monde en 2005. Donc cet objectif de champion du monde que j'avais depuis gamin au final, parce que j'ai grandi dans la compétition et ça a toujours été un réel objectif, a mis un peu de temps quand même à se concrétiser, parce que mon premier titre arrive en 2009. C'était un immense moment. Puis après, il y a eu le deuxième en 2011. C'était très particulier parce que j'avais toujours rêvé des champions du monde, mais j'avais jamais pensé à l'être 2 fois. Ça paraît un petit peu truc quand tu le dis, mais au final, quand ça t'arrive, tu te dis merde. En fait, je l'ai fait 2 fois, quoi. C'est très, très cool, quoi. Les champions du monde, les gars. Des belles perfs et puis des magnifiques rencontres, parce que cette carrière m'a fait rencontrer de magnifiques personnes qui m'ont fait découvrir de nouveaux mondes, dont la mer, dont la course au large. Et c'est grâce à ça que je suis aujourd'hui au départ de la route du Rhum. La transition du ski à la voile, ça s'est fait complètement par hasard. On avait la finale du championnat du monde de freeride aux Arcs et l'attaché de presse de la station des Arcs est venu me voir à la fin en me disant « Écoute Aurélien, je suis à la recherche d'un parrain pour un jeune marin dont je m'occupe qui part faire la mini-transat, traverser l'Atlantique en solitaire, sans communication. » Et c'est comme ça que j'ai rencontré Adrien Hardy, qui était le skipper en question, et que j'ai découvert ce monde. En fait, ce mec m'a passionné. Et quand tu découvres ça, et quand tu n'as jamais navigué, et que tu connais pas ce milieu-là, franchement, tu te dis que ce mec est cintré complet. Parce que quand tu vois la tronche du bateau, tu te dis qu'il part traverser l'Atlantique en solo, sans communication, pas de cartographie à bord, avec les points GPS, sortir la carte papier pour faire les points. Je me dis non mais attends, c'est un truc de débile. Déjà bien savoir lire une carte marine, savoir où aller, combien de temps, combien de milles il y a, et estimer le temps que ça va nous prendre. Donc c'est vraiment ce mec qui m'a transmis sa passion pour la mer, pour les bateaux aussi, parce que c'est quand même des machines incroyables. Donc en 2010, après mon premier titre de champion du monde, il m'a appelé directement après, il m'a dit « Tu sais qu'avec ta prime, tu peux t'acheter un mini. » Donc avec ma prime, j'ai acheté un mini. Je suis hyper content, c'est assez symbolique pour moi, donc ça fait plaisir. Je suis ravi de pouvoir faire le baptême de mon bateau ce soir. Ici, à Chamonix, c'est plein de symboles, d'avoir un bateau au pied du Mont Blanc. Si on peut pas faire un plus beau baptême pour un mini, ça fait vraiment plaisir. On l'a mis à l'eau au printemps 2010, et sauf qu'Adrien, il partait en course. Genre, on a mis le bateau à l'eau, puis il est parti, et je l'ai pas revu pendant un mois, quoi. Et donc, moi, je me suis retrouvé à Lorient, mais incapable de sortir du port. C'est les bateaux où il n'y a pas de moteur. Quand tu dois sortir à la voile, que tu n'as jamais fait de bateau au milieu du port de Lorient, c'est-à-dire que tu as tous les plus grands trimarans du monde, tous les bateaux de course de dingue, en fait, tu sors pas du port, quoi. En fait, tout simplement, tu sors pas du port. Et à l'époque, en fait, c'est David Sino qui est venu me faire faire mes tout premiers bords. Et avec qui j'ai fait ma première course 1 ou 2 semaines après. Il avait tout à découvrir. Il avait pour lui sa détermination incroyable, son envie d'y aller, le coup de cœur qu'il avait eu pour ce sport et pour cet environnement. Pour la petite histoire, c'était très drôle, c'est que donc, je débarque là-dedans, je dis qu'on a fait la course, mais pour moi, il l'a fait tout seul. Et il termine 3e second, quoi. Donc, moi, je te jure, je savais même pas d'où on était parti et où on allait, quoi. C'était un truc, j'étais paumé complet. Prochaine étape, mini pavois, 800 000 en solitaire.
Et au début, c'est très compliqué. Donc tu parles avec des gens, tu ne comprends pas ce qu'ils disent, quoi. Et David, en fait, m'a fait mon roadbook des 3-4 premiers jours pour la Mini Transat en 2011. Je voulais être sûr qu'il n'y ait pas de malentendu. Donc je me rappelle, j'avais dit par exemple, tu restes en bâbord à mur jusqu'à mardi matin, entre parenthèses, vent venant de la gauche du bateau quand tu regardes vers l'avant et baume à droite du bateau. Et donc j'avais ce roadbook qui est une pièce mythique, quoi. En fait, tu te dis, ce mec-là va partir traverser l'Atlantique en solo, c'est complètement inconscient d'une certaine manière, quoi. Donc non, c'était dingue, quoi. Et ce qui m'avait attiré dans la course, c'était vraiment le large. Et au final, ça allait être ma vraie première expérience de large. Et en fait, là, plus les jours passaient, et plus je prenais du plaisir. Je suis super content parce que j'ai correctement navigué et j'ai réussi à suivre dans le groupe de tête, quoi. J'étais arrivé 14, je crois, ou un truc comme ça. Et donc là, tu découvres un nouveau truc, tu prends du plaisir, tu vis une expérience qui est quand même unique et complètement dingue. Et tu arrives à moins de 10 heures des premiers, voilà, avec tous les meilleurs, les bateaux ultra récents et ainsi de suite. Donc, enfin, c'était ouf. C'est là où je me suis dit, ok, ça, je vais continuer, il va falloir que j'organise ma vie parce que le bateau va prendre de plus en plus de place dans ma vie. 2012, donc c'est l'année d'après cette première mini, Tanguy de la Motte me prête son 40 pieds pour que je fasse Québec-Saint-Malo. 2013, François Gabard m'emmène faire le Fastnet, je me retrouve 10 jours en mer avec François Gabard et Michel Desjoyaux. Je prends une leçon de vie de voile pendant 10 jours. Et voilà, c'est reparti, ça déboule. Yannick Bestaven qui m'embarque sur la Transat Jacques Vabre en 2013. Faut serrer les fesses, mais ça tient. J'ai tout appris avec lui, c'était remarquable. Et puis voilà, tu te dis, bon, allez, il faut continuer, quoi. Ça donne des belles aventures, des bons moments, mais faut suivre la cadence. Et là, je me dis, bon, maintenant, il faut construire l'histoire. Donc là, j'ai voulu partir, et sous le conseil de pas mal de gens, de monter un projet d'abord de régate. Donc je suis parti sur Tour de France à la voile pendant 3 ans. Oui, ça y est, il sait ce qu'il veut faire et on passe sur des projets plus gros. Il avait fait le Mini 50 et tout, il veut vraiment s'attaquer à la course au large. Mais pour autant, il y a après les années formateurs du Tour de France à la voile. Crosscall est partenaire historique d'Aurélien dans le monde du ski. Et il nous a aussi embarqué dans son aventure Tour de France à la voile, où on est venu lui apporter des outils complémentaires qui pouvaient lui permettre finalement de se guider sur le plan d'eau, sur un bateau où il y a très peu d'électronique et très peu d'informations. Et au final, ça commence réellement en 2019, où Crosscall, qui est mon partenaire en ski depuis déjà pas mal d'années, me fait confiance dans ce nouvel univers et m'offre l'opportunité de partir sur la Jacques Vabre 2019, donc avec un bateau qui s'appelait Crosscall Chamonix-Mont-Blanc, qui a été un vrai succès. On termine 5e avec Louis, c'était une super belle course. Suite à cette transat, le CST est né, le Crosscall Sailing Team est né. À partir de 2020, en plein Covid, justement là où le monde s'arrêtait, nous on a démarré vraiment les choses. Et on s'est lancé tous ensemble dans le développement, dans le dessin, dans le design et dans la construction d'un magnifique bateau dans une période un peu complexe. Donc 2020, année du confinement, en fait, c'est un moment fort dans sa carrière et c'est là où tout a commencé. L'ensemble des partenaires du Crosscall Sailing Team sont essentiels. C'est un maillon, c'est une équipe. Et même les plus petits partenaires, quelque part, ont permis la réalisation de ce projet. Après, à l'évidence, Crosscall est le premier partenaire qui a fait confiance à Aurélien et sans ce premier engagement, rien n'existe. En plus d'avoir des partenaires extraordinaires qui collent à notre histoire, à qui on est, c'est des partenaires utiles à la performance du bateau. Donc c'est vrai, dans toute la technologie embarquée que Crosscall nous amène. Ce bateau, au-delà d'être un support publicitaire, c'est avant tout un laboratoire à ciel ouvert. On est vraiment allé loin là-dedans. L'implication, encore une fois, en interne a été juste dingue sur ce genre de projet. C'est ce qu'on voulait à travers le Crosscall Sailing Team, c'était proposer un projet d'entreprise dans lequel tous les salariés puissent se retrouver et surtout puissent suivre l'aventure. On sent une dynamique collective qui est très forte. J'étais pas complètement conscient du défi, entre guillemets, qui m'attendait, de la complexité qu'était de construire un bateau de course. Mais par contre, quand on voit le résultat final, on peut que être hyper heureux d'avoir pris cette décision en 2020. Un aboutissement vraiment incroyable. Sur plein de raisons, parce qu'une aventure humaine incroyable entre les architectes, les constructeurs du bateau. Je revois encore l'image du hangar qui s'ouvre et du bateau qui sort et je me dis putain, on a fait ça quoi. Waouh. Enfin, tu vois, c'est le début d'une immense et magnifique aventure. L'équipe Créa a travaillé dès le début du projet sur la décoration du bateau.
Ils ont pris à corps en fait ce projet, ce bateau, qui avait déjà des formes et une gueule, une vraie gueule, et ils l'ont transcendé avec leur déco. Donc c'était juste splendide. Et je pense que ça a été aussi une fierté chez eux, parce que oui, je suis un petit peu chauvin, mais on a quand même le plus beau des bateaux, quoi. Clairement. C'est toute une équipe qui se retrouve dans un moment où ça y est, le projet passe de modélisation 3D à ça y est, le bateau il est là. Donc c'est un moment hyper intense. Et puis après, ce bateau il nous a pas déçus sur l'eau, quoi. Il a tenu toutes ses promesses. David, comme je disais, c'est la première personne qui m'a fait naviguer, qui m'a fait sortir du port, avec qui j'ai fait ma première course. Et c'était hyper important pour moi que pour mon premier bateau, ce soit lui. À chaque fois que je naviguais avec lui, je me disais, tiens, il est en train de devenir de plus en plus un marin. Être marin, c'est pas que être bon sur l'eau, c'est aussi être un bon entrepreneur. Et ça, Aurélien, il a cette casquette 360 qui est hyper forte. Et il a une super équipe autour de lui, et aujourd'hui, c'est ce qui fait aussi la réussite de ses projets, quoi. Mais quand on arrive d'un autre sport, où on a été champion du monde, et qu'on arrive dans un sport où on a tout à apprendre, il faut une humilité et puis une envie d'apprendre, parce que la voile, la course au large, c'est complexe. Il y a la maîtrise du bateau, il y a la maîtrise de la météo, il y a la gestion de soi, la gestion du sommeil. Et tout ça, il faut avoir envie de s'y coller. Et Aurélien, ça fait 10 ans qu'il apprend tout, il passe par tout, jusqu'à avoir confiance dans le fait de construire un nouveau bateau. Ouais, première course, bon alors là c'est magique, tu vois, espèce de truc, il dit non, c'est pas possible d'être capable d'aller aussi. Je suis pas loin d'être persuadé que clairement on a le meilleur des bateaux, qu'il y a du taf, parce que ça reste des prototypes, faut apprendre à s'en servir, faut apprendre à les gérer, faut apprendre à les connaître. Mais non, très vite on s'aperçoit qu'on s'est pas gaufré dans le dessin, quoi. Le bateau, il a pas 2 mois et on réalisait qu'on a fait quasiment 4000 milles avec le bateau. Donc ça, c'est quand même assez dingue. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. On a encore pas mal de choses en développement sur le bateau parce que c'est un nouveau bateau, c'est un nouveau dessin, il y a plein de nouveaux systèmes. En fait, on a cassé pas mal de trucs sur le bateau. Pas forcément des choses importantes, mais par exemple, toutes les poulies qu'on utilisait avant en classe 40, on peut plus les utiliser parce qu'on les éclate toutes. C'est vrai que ces bateaux ont gagné en puissance de dingue. Et d'un coup, du jour au lendemain, faut revoir la copie quasiment de A à Z, quoi. Et donc, il y a eu un espèce de temps d'adaptation qui n'a pas été top pour nous, quoi. Départ de Jacques Vabre, première grande course du bateau. Enfin, super départ, parce qu'en fait, 3 heures après le départ, on est en tête. Malheureusement, il y avait des faiblesses sur nos 2 spies de tête, qui étaient les voiles les plus importantes pour cette transat. On s'est battu comme des chiens, on a essayé de réparer 7 ou 8 fois ce spi, mais bon... Et le niveau de frustration, on savait quel bateau on avait sous les pieds. Moralement, ça a été dur, et ça a été dur pour nous, pour tout le monde, pour tous les partenaires. Tout le monde était au taquet derrière ça. Et donc ça, c'est des moments un peu difficiles, parce que d'un objectif sportif ambitieux, avec l'objectif de bien figurer, ils se retrouvent dans une position où ils doivent sauver comme ils peuvent la fin de transat. Ils rallient la Martinique, mais avec beaucoup de déception. Souvent, on part pour écrire une histoire, on ne sait jamais trop laquelle, mais c'était pas celle qu'on souhaitait. Après, il y a la loi de la compétition et de la course, où là, il y a des choses qu'on maîtrise et des choses qu'on maîtrise pas. Et ça, on est obligé de l'accepter. Je m'appelle Jonathan Chodkiewicz, on me surnomme Jo, et je suis boat captain du Cross Call Sailing Team. Ah, c'est bien. Du timing, je pense qu'on est pas mal. Il avait besoin d'une personne pour ramener le bateau après la transat Jacques Vabre. Et là, en fait, ouais, ça a vraiment été un petit coup de foudre avec le bateau parce que c'était vraiment un bateau génial, je me suis régalé. Il y avait moyen d'améliorer encore pas mal de choses et ça m'a motivé pour la suite. Aujourd'hui, il m'a surtout amené une sérénité qui est dingue, amené une confiance dans mon bateau qui est incroyable. Il a fait un job remarquable cette année sur le bateau, on a progressé énormément. Techniquement et structurellement, on n'a pas changé grand-chose parce que le bateau est vraiment bien abouti dès le début. Par contre, on a amélioré plein de petits systèmes pour que ça soit en fait plus simple, plus facile et du coup que ça aille plus vite. Alors, on a battu le record de vitesse du bateau. 2022, championnat du monde de classe 40, nouvelle course au calendrier. On savait qu'il y avait vraiment un truc à faire sur cette course-là. Là, trop cool, quoi. On gagne le championnat du monde. Ça fait plaisir pour beaucoup de choses. Voilà, déjà, un nouveau titre de champion du monde, j'en avais vécu 2 en ski. C'est le premier en bateau, c'est extraordinaire, sans déconner. Ça fait plaisir pour tous ceux qui ont cru dans ce projet, tous les partenaires du projet. C'est les bateaux, c'est des prototypes et c'est du développement et ça met un petit peu de temps. Mais là, on commence à arriver à un truc sacrément abouti et où on commence aussi à apercevoir des possibilités d'évolution. Donc ce bateau, il est loin d'être terminé. J'étais très content de participer, d'apporter ce titre de champion du monde au Cross Call Sailing Team et à Aurélien. Bienvenue à Saint-Malo.
On a déjà une belle victoire d'être là. Être au départ de cette course mythique, c'est juste dingue. La particularité de cette course à cette première semaine, c'est qu'on part au mois de novembre, donc des conditions souvent difficiles, de vent, de mer. On a vraiment des armes superbes pour aller se confronter à la météo qui arrive, à la transat qui arrive et puis au plateau. On a prouvé qu'on avait un super bateau, qu'on savait faire du bateau. Et donc voilà, donc on se positionne vraiment en outsider et c'est plutôt une position assez confortable. Bah là, on est en train de faire le point météo, quoi. Départ dans 2 jours maintenant. On commence à avoir une belle idée de la course. On a toujours peur du début, enfin je pense, quoi. Et je pense que c'est sain d'en avoir un petit peu peur parce que ça te permet de voir le potentiel danger. Et en tout cas, ça devrait faire place à une belle bagarre, là, parce que ça sera des belles conditions pour pouvoir tirer sur les bateaux, pour pouvoir vraiment régater en partant de Saint-Malo jusqu'à Pointe-à-Pitre, quoi. Aurélien Ducrot, champion du monde de ski freeride, belles ambitions, vous êtes à la barre d'un plan lombard ultra compétitif. C'est quelqu'un qui a l'habitude des gros événements. Nous, on est tout le temps un peu à la bourre, 10 minutes, 15 minutes. Et à la fin de la journée, t'es en retard partout. Bon, des fois, c'est moi qui suis en retard. La pression qui va monter, il y a la famille, il va être sollicité sur pas mal de choses. En fait, les départs de course sont faits pour ça aussi, hein. Ils sont faits pour que les partenaires puissent vraiment vivre l'aboutissement du projet, on va dire. Mais bon, ça fait quand même plaisir de faire tout ça, enfin tu vois, le truc, on le fait pas tous les jours. On a vraiment construit le bateau pour cette course, pour la Route du Rhum, qui est vraiment dessiné pour, et donc dessiné pour le solitaire. Aurélien a la chance d'avoir eu une discipline en montagne qui était assez exigeante physiquement. Il a des capacités physiques hors normes qui fait qu'il est capable aussi de faire 10 changements de voile quand certains de ses concurrents seraient cramés au bout de 3. Puis après, l'autre enjeu aussi, c'est de maintenir le corps dans un bon état, donc d'avoir un bon suivi aussi médical, kiné, ostéo, médecin, etc. Il y a une équipe un peu autour de lui avec des gens de confiance qui l'aident régulièrement à rester dans un bon état physique. Vachement plus détendu. Ça a toujours été notre rythme, d'une certaine manière. Il est dur à comprendre pour certaines personnes autour de nous, forcément. Bien vite. Il englobe toujours la famille, on fait toujours partie de ses projets. Je pense que c'est là où il arrive à trouver son équilibre, c'est de savoir que sa famille est à côté et présente sur ces événements, en fait. Ouais, je suis très... Alors même si ça paraît bizarre, mais je suis très famille, quoi. Même si je suis jamais là, j'ai besoin d'eux énorme. La passion, parce qu'il faut être sacrément passionné pour arriver jusqu'au Rhum. La persévérance aussi. L'abnégation. Et puis une bonne part d'humilité en plus, parce qu'on s'attaque à un mythe, mais pas que, à un exercice très particulier qu'est le solitaire. Le moment du départ, c'est forcément un moment extrêmement particulier. Il y a toute cette période pré-départ avec énormément de sollicitations. Et puis, de manière presque instantanée, il faut quitter ça pour se concentrer. Beaucoup de concentration, beaucoup d'échanges avec les proches autour de moi pour gérer, pour appréhender ce début de course le mieux possible. C'est pas évident, qu'on passe par plein de niveaux de stress, d'émotions. Il faut pas oublier que traverser l'Atlantique au mois de novembre, c'est pas un exercice qui est simple à faire. Le moment du départ au ponton, c'est toujours un moment très chargé d'émotions. D'abord parce que c'est une phase d'aboutissement. C'est le moment où ça y est, on va partir en course. Et du coup, les objectifs très importants qui étaient cette route du Rhum se concrétisent. C'est le moment aussi où ceux qui restent à terre sont bien conscients que celui qui part, il part aussi avec une démarche d'engagement et on sait ce que ça représente à une route du Rhum ou encore plus extrême quand les coureurs partent sur un Vendée Globe. Voilà, c'est ça. C'est des moments très intenses au niveau émotionnel. C'est des moments aussi où il y a un collectif entre la famille, les amis, les partenaires et tout le monde vibre. Ouais, merci pour tout. Bon, parfait, mon cœur. Écoute, bon, on pourra peut-être se rappeler avant le départ. Bon, faut y aller, hein. On part tous à armes égales, hein, c'est simple. Ils ont tous les skippers, ont des préparateurs, ils ont une équipe derrière. Après, nous, ce qui est bien, c'est qu'on est très complices. Et ça, je pense que ça peut jouer. Et le fait de se faire énormément confiance aussi, ça peut jouer aussi dans le sens déjà au niveau de la préparation et sur le départ, où mentalement on part serein. Les 138 marins qui sont là se sont tous qualifiés. Ça fait tous quelques années qu'ils préparent le projet-là. Du coup, c'est un accomplissement déjà d'être au départ. Ciao les gars, merci. Allez.
ça y est, c'est parti. Gros shoot d'adrénaline ce départ, quoi. Fouah. Et puis de voir cette flotte immense, et puis ouais, le départ de la route du Rhum, un moment grandiose, quoi. Après, une fois que t'es calé sur le premier bord, tu commences à profiter, entre guillemets, à ce moment-là. Je me sentais bien, j'avais une bonne vitesse, j'allais assez vite, j'étais aussi dans le bon paquet, hein, c'est toujours, tu vois, quand on est devant, on dit souvent qu'on est plus intelligent. Et ça déroule, et là tu te dis, putain c'est dingue, je suis au départ de la route du Rhum, première nuit, et je suis avec les meilleurs, donc c'est cool, c'était le but, mais c'était pas forcément si simple d'y arriver. Bon bah, premier jour, premier petit bug. J'ai mon radar, c'est arraché. Il va se passer beaucoup de choses, hein, des avaries, des problèmes, on peut taper des choses. Bien sûr, il y a un facteur chance, hein, dans tous les sports, et il faut qu'il y ait la bonne étoile à un moment donné, hein. Mais tout va bien, j'arrive à le gérer, et puis derrière, je reprends ma course, quoi. Je trouve vraiment la vitesse avec le bateau, ça se passe super bien, et puis j'arrive à avoir cette vision sur la suite, quoi. Et surtout, préparer le passage du deuxième front, qui était samedi en fin de journée. Le front se présente bien, entre guillemets, quoi. Je suis dans le rythme, ça se passe bien. Et puis derrière le front, donc ça commence à mollir. Et il y a 25, 26 nœuds de vent. Et je suis pas loin de préparer mon virement. D'ici 10-15 minutes, je dois virer de bord. Puis derrière, ça va faire que mollir dans la traîne après le front. Bon, voilà, je suis déjà en train de voir la suite, quoi. Je suis en train de préparer les 24 heures d'après, au final. Parce que, voilà, ce front-là, il est passé, terminé. Voilà, j'ai plus qu'à virer. Et là, je suis sous la casquette, en train de régler le bateau. Tout roule, quoi. Et là, d'un coup, une espèce de fracas énorme. Et puis tout s'arrête. Le bateau se remet à plat. Et là, tu lèves la tête, là, je sors la tête de la casquette. Et puis, bah, voilà, là, tout est par terre, quoi. Voilà, j'ai dématé. L'horreur. C'est hyper choquant. Je sais pas comment dire, enfin, je sais pas comment réagir à ce moment-là. T'es un peu abasourdi, tu vois. Je sais pas si c'est 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes où t'es... Ça te tombe dessus et tu comprends pas pourquoi. Et puis bon, en fait, assez rapidement, ben, je me mets en mode, bon, bah là, il faut que je libère le mât. Puis là, en fait, avec le mouvement des vagues, tout l'ensemble monte et descend, mais d'1,50 m en frottant sur le bateau. Et là, il faut que je libère le bateau. Et là, tu libères tout. C'est un peu un soulagement. Voilà à quoi ça ressemble un bateau sans mât. C'est un sport mécanique aussi, hein, donc même si on fiabilise tout, on peut y avoir des impondérables. Donc ça, si ça arrive, bah, c'est difficile. Je suis à 700 km des côtes à peu près, un peu au milieu de l'Atlantique quand même. Tu te dis, bah là, en fait, je suis quand même pas dans une situation très saine, très simple. Je suis invisible, je suis au ras de l'eau. On savait très bien qu'il n'allait jamais avoir assez de gasoil pour faire quoi que ce soit. Je vais tomber en rade de moteur dans pas longtemps. Il faut trouver une solution. Allez, c'est parti. On va tenter de mettre en place un gréement de fortune. Puis à un moment, Joe m'écrit et me dit la seule chose que je vois, c'est le rail d'écoute, mais je vois pas comment tu peux l'enlever, tu vois. Quand il m'écrit ça, d'un coup, je dis mais si, c'est moi qui l'ai monté, je l'ai déjà redémonté au port tout seul, donc je dois pouvoir y arriver. J'ai réussi, putain! Ça me permet d'aller mettre mes antennes à 4 mètres de haut au-dessus du bateau et d'un coup, je me dis bon bah putain, ça y est, je suis visible. Et dans tout ce malheur, il y avait une chance, c'est qu'il y avait Amélie Grassi de la boulangère qui avait eu les mêmes soucis que moi au même moment. En fait, pouvoir parler à quelqu'un qui vivait la même chose que toi à ce moment-là, c'était pas mal, parce qu'en fait, c'était vraiment invivable. C'est hyper flippant dehors, là. Je vais arrêter de regarder. Je suis terrorisé. Parce qu'en fait, au bout de 3 jours, quand on arrive à 100 000 des côtes, on avait le rail des cargos à traverser, et ça, c'était une bonne angoisse. On avait dit, il faut qu'on reste ensemble et qu'on puisse s'entraider. Tu sais, tu les voyais arriver. I have no engine, no mast, I'm just drifting. Please be careful. Au dernier moment, putain, je voyais les mecs. Thank you very much, thank you very much. Non, je vais prévenir Amélie. Ça y est, il a changé de route. C'est bon. Fin de la dérive. Pour que l'approche des côtes et du port, son moteur, c'est pas jouable. On va chercher par tous les moyens des bateaux, des choses comme ça, impossible.
Et là, Joe il me dit, écoute, il y a Mika qui se propose de venir vous ravitailler. Donc Mika Mergui qui était en escale à la Corogne. Et donc le matin, il a dit, on tente ça. Et là, j'ai dit à Joe, tu vois, j'écrivais à Joe, j'ai dit, attention, si on tente ça, il faut que ça marche. Donc si on échoue, on prend le risque de perdre le bateau, quoi. Bon, là, je commence à être un peu en panique, là. Tu scrutes à l'horizon, tu essaies de voir le bateau, puis à un moment, je le vois. Et le problème, c'était eux de nous voir, nous, quoi. Parce que nous, on était invisibles. Ouais, je vous reçois. Et puis là, d'un coup, tu vois le bateau qui arrive, quoi. Puis ils avaient prévu leur coup, ils avaient fait une espèce de balle de tennis avec un bout très très fin qu'ils m'ont jeté à bord. Et au bout de ce fil tout fin, il y avait un autre bout plus costaud. Et au bout de ce bout plus costaud, il y avait un bidon d'essence. Eh ben, mission. Puis là, ça y est, tu sais que t'es sauvé, quoi. J'ai rempli mon truc et on est à 10 000 au final de l'entrée du port. On était arrivés, quoi. Voilà, la côte, c'est un danger. Quand t'es à la dérive, tu dérives pas. On dérivait pas directement au port, quoi. Ça va? Ce que j'ai compris, c'était que les sauveteurs, ils venaient chercher que les bonhommes, pas les bateaux, quoi. Ouais, que les hélicoptères, là. Mais ça voulait dire qu'on abandonnait le bateau. Il était hors de question que j'abandonne mon bateau. Enfin, en tout cas, sans avoir tout tenté, entre guillemets, jusqu'au dernier moment. Je dérivais, et j'étais à 1 heure de la côte, quoi. C'est une espèce de double sentiment de soulagement d'être enfin au port, d'avoir sauvé le bateau. Et en même temps, ça y est, c'est fini la route du Rhum, quoi. On ne peut pas réussir tous les challenges, encore moins dans la voile, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup d'éléments qu'on ne maîtrise pas. Et voilà, il faut y aller, quoi. On fait y retourner, et puis on va repartir sur une belle aventure. Ce qu'on a vraiment validé, c'est qu'on a un team de dingos, qu'on travaille avec des personnes qui sont exceptionnelles. Là, il nous manque juste un mât, des voiles et c'est reparti. On n'a rien arrêté. Et depuis le jour où je suis arrivé au ponton, on travaille à la reconstruction. Et de savoir que tout le monde, le team et tous les partenaires sont là à côté, et tout le monde a décidé, on continue, on relance l'aventure, on va pas s'arrêter là. C'est ouf. Enfin, sans eux, là, je suis au fond du gouffre. Du jour où Aurélien n'a plus de projet, je pense que ça, c'est flippant. C'est quoi le prochain projet? Le prochain grand objectif du Cross Call Sailing Team, c'est la Transat Jacques Vabre 2023.